On vous propose une promotion, un meilleur titre, un bureau plus spacieux, un salaire légèrement plus élevé. Et votre premier réflexe, c'est de dire oui. Évidemment. Parce que depuis l'enfance, on vous a formaté à croire que monter, c'est gagner. Que refuser, c'est échouer. Que celui qui reste à son poste est celui qui n'a pas su saisir sa chance. Mais si je vous disais que les personnes les plus intelligentes, les plus stratégiques, celles qui gagnent le plus sur le long terme, sont précisément celles qui savent dire non? Je suis Elon, votre compagnon pour vous aider à atteindre la liberté financière. Et aujourd'hui, on va déconstruire ensemble l'un des plus grands mythes du monde du travail. L'idée que grimper dans la hiérarchie est toujours une bonne décision. On va voir pourquoi la promotion est souvent un piège déguisé en récompense, pourquoi les meilleurs éléments deviennent parfois les pires managers, et surtout, comment gagner plus et vivre mieux sans jamais accepter un poste qui vous rendra malheureux. Croyez-moi, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une promotion de la même manière. Commençons par un principe que tout le monde devrait connaître, mais que presque personne n'applique, le principe de Peter. Ce concept a été théorisé par Lawrence J. Peter à la fin des années 60, et il repose sur une idée terriblement simple. Dans une hiérarchie, chaque employé tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Relisez cette phrase. Parce qu'elle résume à elle seule pourquoi tant d'entreprises sont remplies de managers médiocres et de dirigeants dépassés. Le mécanisme est implacable. Vous êtes excellent à votre poste actuel. Votre supérieur le remarque. On vous propose une promotion. Vous acceptez. Vous êtes bon dans ce nouveau rôle aussi? Parfait, on vous propose encore une promotion. Et ainsi de suite. Le problème, c'est que ce cycle ne s'arrête pas quand vous atteignez votre plein potentiel. Il s'arrête quand vous atteignez un poste que vous ne maîtrisez plus. Et une fois arrivé là, c'est terminé. Vous ne recevez plus de promotion parce que vous n'êtes plus performant. Mais on ne vous rétrograde pas non plus, car ce serait humiliant pour tout le monde. Résultat, vous êtes coincé. Bloqué dans un rôle qui vous dépasse, avec un titre ronflant et un stress quotidien que personne ne soupçonne. Félicitations, vous avez gagné le droit d'être malheureux avec un plus beau titre sur LinkedIn. Le pire, c'est que ce n'est pas votre faute. Le système est conçu ainsi. On récompense la compétence dans un domaine en vous propulsant dans un domaine totalement différent. C'est comme si on prenait le meilleur boulanger de France pour le nommer directeur d'un hôpital sous prétexte qu'il réussit ses croissants. Les croissants n'ont strictement rien à voir avec la chirurgie. Et pourtant, c'est exactement ce que font les entreprises chaque jour. Mais pourquoi est-ce que ça échoue à chaque fois? C'est là qu'on touche au deuxième point fondamental, la différence entre les compétences verticales et les compétences horizontales. Beaucoup imaginent que la carrière est un escalier. Vous montez une marche, puis une autre. Chaque marche est un peu plus haute, mais fondamentalement identique à la précédente. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. Chaque niveau hiérarchique est un métier différent. Les compétences qui vous ont rendu excellent à un niveau ne sont pas du tout celles attendues au niveau supérieur. Prenons un exemple concret. Un ingénieur informatique brillant. Il code mieux que tout le monde. Ses solutions sont élégantes, efficaces, impeccables. L'entreprise le remarque et le promeut chef d'équipe. Du jour au lendemain, on ne lui demande plus de coder. On lui demande de gérer des personnalités, de résoudre des conflits, de participer à des réunions interminables, de rédiger des rapports que personne ne lira et de motiver des gens qui n'ont pas envie de l'être. Ce sont des compétences de diplomate, pas d'ingénieur. Notre brillant ingénieur se retrouve perdu dans un monde qu'il ne comprend pas, avec des outils qu'il ne maîtrise pas, à faire un travail qu'il déteste secrètement. Ce n'est pas une hypothèse en l'air. Une étude menée sur des milliers de commerciaux a montré quelque chose de fascinant. Les meilleurs vendeurs, ceux qui explosaient leurs objectifs trimestre après trimestre, devenaient systématiquement les pires managers une fois promus. Pourquoi? Parce qu'un excellent vendeur est un chasseur. Il est individualiste, compétitif, centré sur ses propres résultats. Un bon manager, c'est l'exact opposé. Il doit être patient, pédagogue, capable de mettre son ego de côté pour faire briller les autres. Le meilleur vendeur du monde peut être le pire coach du monde. Et personne n'y voit de contradiction parce qu'on refuse collectivement d'admettre que monter n'est pas toujours progresser. D'ailleurs, avez-vous déjà eu un manager dont vous saviez pertinemment qu'il était meilleur à son ancien poste? Dites-le moi en commentaire. Je suis sûr que la majorité d'entre vous répondra oui. Mais attendez, il y a un troisième élément que personne ne mentionne jamais, le piège statistique. La régression vers la moyenne. Si vous comprenez ce concept, vous ne verrez plus jamais une promotion de la même façon. Voici comment ça fonctionne. Imaginez que vous venez de vivre votre meilleure année professionnelle. Vous avez décroché des contrats exceptionnels. Vos résultats sont au sommet. Tout le monde vous félicite. C'est précisément à ce moment-là qu'on vous propose une promotion. Normal, on récompense l'excellence. Sauf qu'il y a un problème mathématique que personne ne veut voir. Votre année exceptionnelle n'était pas uniquement le fruit de votre talent. Elle était aussi le résultat d'une part de chance. Un marché favorable, des clients qui tombaient au bon moment, un concurrent qui a fait une erreur, 1000 petits facteurs aléatoires qui se sont alignés en votre faveur.
Les statistiques nous assènent une vérité cruelle. Après un pic de performance exceptionnel, on a naturellement tendance à revenir vers la moyenne. C'est un phénomène mathématique, pas un jugement sur votre valeur. Mais quand ce retour à la normale se combine aux exigences accrues d'un nouveau poste, l'effet est dévastateur. Vous étiez une star, vous devenez moyen. Et tout le monde, vous y compris, a l'impression que la promotion vous a cassé, que vous étiez meilleur avant. Alors qu'en réalité, vous avez simplement retrouvé votre niveau de croisière dans des conditions bien plus complexes. La promotion n'a pas détruit vos compétences, elle a juste révélé une illusion statistique que tout le monde préférait ignorer. D'ailleurs, si ce sujet vous parle, un petit pouce en l'air, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à continuer ce travail. Ce piège statistique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'au-delà des chiffres, il y a un coût humain et financier que personne ne met sur la table. Parlons maintenant de ce que personne n'ose calculer ouvertement, le vrai prix d'une promotion. Quand on vous propose un nouveau titre et une augmentation, on ne vous présente jamais la facture complète. On vous montre les gains, jamais les coûts. Faisons le calcul ensemble, avec des chiffres concrets. En France, un cadre qui passe de 45 000 à 52 000 euros bruts par an avec une promotion de manager, ça semble alléchant. 7 000 euros de plus. Sauf qu'une fois passé à la moulinette des impôts et des cotisations, on parle d'environ 350 euros net de plus par mois. 350 euros. De quoi vous offrir 3 restaurants par mois, à condition d'avoir encore le temps d'y aller. Et si vous basculez dans la tranche d'imposition à 30%, une partie de cette hausse est immédiatement absorbée par le fisc. Votre promotion de 7 000 euros bruts se transforme en 280 euros net dans votre poche. Si vous ramenez ça à votre taux horaire réel, en comptant les heures supplémentaires non payées que tout manager connaît, vous allez avoir une très mauvaise surprise. Les coûts, eux, sont invisibles et progressifs. D'abord, le stress. Un manager porte sur ses épaules ses résultats et ceux de toute son équipe. Chaque erreur d'un collaborateur devient votre problème. Chaque conflit atterrit sur votre bureau, chaque deadline manqué, c'est vous qui devez l'expliquer à la direction. Et ces fameuses heures sup, en France, avec le forfait jour, elles ne sont pas comptabilisées. Vous travaillez 50 heures par semaine pour un salaire calculé sur 35. Faites le calcul. Votre augmentation vient de se transformer en baisse de salaire horaire. Ensuite, la perte de maîtrise. Quand vous étiez expert, vous contrôliez votre travail. Vous saviez exactement ce que vous faisiez et pourquoi. En tant que manager, vous dépendez des autres. Votre réussite n'est plus entre vos mains. Elle dépend de la motivation et de la compétence de personnes que vous ne pouvez pas contrôler. C'est une sensation profondément déstabilisante pour quelqu'un qui a l'habitude d'exceller par son propre mérite. Et puis, il y a l'épuisement. Selon le cabinet Technologia, plus de 3 millions de salariés en France sont en risque élevé de burn-out, dont une part significative de cadres. Ces postes à responsabilité, vus de l'extérieur comme des récompenses, sont souvent des machines à broyer ceux qui n'étaient pas préparés. Je peux vous en parler. J'ai vu ça de très près. Un ami, développeur exceptionnel, le genre de gars qu'on consulte pour les problèmes impossibles, a été promu directeur technique. 6 mois plus tard, il ne codait plus. Il passait ses journées en réunion, à gérer des plannings et des conflits d'ego. Un soir, il m'a dit « Avant, je résolvais des problèmes. Maintenant, je suis le problème. » 3 mois après, il démissionnait. Il a repris un poste de développeur senior ailleurs, avec un salaire légèrement inférieur, mais il a retrouvé sa vie. Aujourd'hui, il dit que c'est la meilleure décision de sa carrière. Son histoire n'est pas unique. Des milliers de cadres vivent la même chose sans oser l'admettre. Alors, posez-vous une question honnête. Ces 280 euros nets par mois valent-ils vraiment le prix d'un sommeil perturbé, d'une vie personnelle sacrifiée et d'un stress chronique qui finira par affecter votre santé? Les personnes véritablement intelligentes font ce calcul. Et très souvent, la réponse est non. Pas par manque d'ambition, mais parce qu'elles ont une vision claire de ce qui compte vraiment. C'est ce qui nous amène au point le plus important. Comment refuser une promotion sans détruire sa carrière? Soyons honnêtes, dans la culture d'entreprise française, dire non est souvent perçu comme un aveu de faiblesse. On vous regarde bizarrement, on murmure. C'est cette pression sociale qui pousse tant de gens à accepter des postes dont ils ne veulent pas. En France, on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands, mais jamais ce qu'ils veulent arrêter de faire. Cette mentalité nous suit toute la vie. La clé, c'est de séparer 2 choses que les entreprises adorent mélanger, la rémunération et le titre. Gagner plus ne signifie pas forcément monter en grade. Vous pouvez négocier une augmentation substantielle en restant au même poste. Comment? En démontrant votre valeur là où vous êtes. Dites à votre supérieur que vous avez davantage d'impact dans l'exécution que dans la gestion, que votre expertise technique est irremplaçable et que promouvoir votre meilleur exécutant, c'est perdre un talent rare pour gagner un manager ordinaire. Je connais une comptable, dans un grand groupe à Lyon, qui a fait exactement ça. On lui proposait de diriger le service. Elle a dit non, mais a proposé une alternative. Elle m'a raconté qu'il y a eu 10 secondes de silence dans le bureau de son directeur. Elle avait les mains moites, persuadée d'avoir saboté sa carrière.
Ses collègues la prenaient pour une folle. Mais elle a tenu bon. Elle a demandé à gérer les dossiers les plus complexes, ceux que personne ne savait traiter, avec une prime de spécialiste et un statut d'expert senior. Résultat, elle a obtenu une augmentation de 8 000 € par an, plus que ce que le poste de chef de service offrait, sans aucune responsabilité managériale. Elle rentre à 18 h, elle dort bien, et son directeur la considère comme indispensable. Pas parce qu'elle gère des gens, mais parce qu'elle est irremplaçable. Ceux qui la traitaient de folle viennent aujourd'hui lui demander conseil. Ça, c'est du pouvoir. Le vrai. D'ailleurs, proposez une alternative concrète. Au lieu d'accepter un titre de manager, demandez à prendre en charge des projets plus complexes, plus stratégiques, avec une rémunération qui reflète cette responsabilité accrue. Vous gagnez plus, vous restez dans votre zone de génie, et l'entreprise conserve son meilleur élément là où il crée le plus de valeur. Tout le monde y gagne. Et de plus en plus d'entreprises en France commencent à comprendre cette logique. Certaines ont même créé des parcours de carrière parallèles, où les experts peuvent progresser en salaire et en responsabilité sans jamais devenir manager. C'est une révolution silencieuse mais fondamentale dans le monde du travail. Mais pour appliquer cette stratégie, encore faut-il savoir où vous excellez. Et c'est là qu'intervient un concept que les profils stratégiques connaissent bien, la zone de génie. C'est simple. Pensez à ce moment dans votre travail où vous êtes tellement absorbé que vous oubliez de déjeuner. Où vous regardez l'heure et il est déjà 19 h. Où ce que vous faites ne ressemble même plus à du travail. Ce moment-là, c'est votre zone de génie. Le point exact où votre talent, votre compétence et votre passion se croisent. Quitter cette zone pour un titre de manager, c'est comme demander à Zidane d'arrêter de jouer pour devenir commentateur sportif. Techniquement, c'est une promotion. En réalité, c'est un gâchis. Les personnes avisées identifient cette zone et refusent de la quitter. Pas par confort, mais par stratégie. Un chirurgien exceptionnel qui devient directeur d'hôpital ne sauve plus de vie au bloc. Un enseignant passionné qui devient proviseur ne change plus la vie de ses élèves en classe. Un artisan brillant qui devient chef d'entreprise ne crée plus de ses mains. Chaque promotion les éloigne de ce qu'ils font le mieux. Le monde y perd, mais surtout, eux y perdent. Parce que personne ne vous dit le secret le plus cruel de la promotion. Une fois que vous avez quitté votre zone de génie, il est très difficile d'y revenir. Les compétences techniques s'émoussent. Les outils évoluent sans vous. Et au bout de 3 ans de management, vous n'êtes plus ni un bon manager, ni l'expert que vous étiez. Vous êtes entre deux chaises. Et les deux sont inconfortables. Si vous vous dites « c'est exactement ma situation, j'ai accepté et je regrette », sachez que tout n'est pas perdu. La première étape, c'est d'être honnête avec vous-même. Ensuite, retournez voir votre direction et proposez une transition. Expliquez que vous seriez plus utile en reprenant un rôle d'expert, avec un titre adapté et sans baisse de salaire. Beaucoup d'entreprises préfèrent cette solution plutôt que de perdre un élément clé qui finira par démissionner. Mon ami développeur l'a fait en partant ailleurs, mais la comptable de Lyon prouve qu'on peut le faire en interne. Il n'y a aucune honte à faire marche arrière quand c'est pour mieux respirer. En France, on accorde encore beaucoup d'importance aux titres. Directeur, chef de département, vice-président. Ces mots impressionnent lors des dîners. Vous savez quoi d'autre impressionne ? Dire que vous gagnez plus que votre chef, que vous partez en vacances 5 semaines par an sans culpabiliser, que vous dormez 8 heures par nuit. Essayez, vous verrez la tête des gens autour de la table. Mais quand vous êtes seul chez vous le dimanche soir, avec cette boule au ventre à l'idée de retourner au bureau, votre titre ne vous réconforte pas. Il ne vous aide pas à dormir. Il ne joue pas avec vos enfants pendant que vous restez au bureau jusqu'à 21 h pour une réunion qui aurait pu être un simple email. D'ailleurs, je suis curieux. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà refusé une promotion ? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait ? Dites-le moi en commentaire. Je suis vraiment intéressé par vos expériences. Chaque histoire de quelqu'un qui a eu le courage de dire non est une leçon pour tous les autres. Résumons ce qu'on a appris. Le principe de Peter nous montre que les promotions successives mènent inévitablement à l'incompétence. La différence entre compétences verticales et horizontales prouve que chaque niveau hiérarchique est un métier totalement différent. La régression vers la moyenne révèle que les promotions surviennent souvent au pire moment statistique. Et quand on fait le calcul honnête, avec les vrais chiffres, impôts et heures supplémentaires inclus, la plupart des promotions ne valent pas le sacrifice qu'elles exigent. Surtout, il existe des stratégies concrètes pour progresser financièrement sans tomber dans le piège de la hiérarchie. Le vrai gagnant dans le monde professionnel, ce n'est pas celui qui a le titre le plus pompeux sur sa carte de visite. C'est celui qui a eu la discipline et le courage de s'arrêter à l'altitude exacte où il est le plus performant, le plus utile et le plus heureux. Et ça, croyez-moi, c'est infiniment plus difficile que de simplement dire oui à chaque promotion qu'on vous propose. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Partagez-la avec ce collègue qui vient d'accepter une promotion et qui a déjà les cernes d'un manager. Parfois, il suffit d'une perspective différente pour éviter des années de regrets. Et dites-moi en commentaire, si on vous proposait une promotion demain matin, avec tout ce que vous venez d'entendre, diriez-vous oui ou non ?
Je lis chaque commentaire. Dans le monde du travail moderne, savoir dire non est devenu une compétence aussi précieuse que toutes celles qui figurent sur votre CV. C'est exactement ce type de réflexion qu'on construit ensemble, vidéo après vidéo.